Partie 1. L'arrivée à Marseille, Arrival in Marseille. Emma n'avait jamais mis les pieds en France. Elle connaissait la langue, bien sûr, ayant grandi à Montréal, mais elle sentait déjà que parler français ici serait différent. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport Marseille-Provence, elle regarda par le hublot et aperçut, au loin, une mer d'un bleu profond et des collines sèches couvertes de pins. À la sortie de l'aéroport, l'air lui sembla plus chaud et plus parfumé qu'au Québec. Un mélange de sel, de soleil et d'herbes méditerranéennes. Elle prit la navette jusqu'à la gare Saint-Charles, admirant au passage les façades ocre et les volets colorés. Tout lui paraissait étrangement familier et étranger à la fois. Devant la gare, un immense escalier descendait vers la ville. De là, on voyait le port et, au loin, la silhouette de la basilique Notre-Dame de la Garde, perchée sur sa colline comme une sentinelle. Emma s'arrêta quelques minutes, posant sa valise à côté d'elle, juste pour observer le mouvement de la ville, les klaxons, les vendeurs ambulants, les rires qui s'échappaient des terrasses. Son logement temporaire se trouvait dans le quartier du Panier, un dédale de ruelles étroites et colorées. Le taxi l'y déposa, et elle monta les marches pavées jusqu'à une petite porte bleue. La propriétaire, une femme souriante prénommée Mireille, l'accueillit chaleureusement et lui expliqua qu'ici, la vie suivait le rythme du soleil. Elle lui montra la petite terrasse sur le toit, avec vue sur les toits rouges, plus loin, sur la mer. Le soir, Emma sortit marcher un peu. Elle se retrouva sur le vieux port, où les bateaux de pêche oscillaient doucement dans l'eau sombre. Les lampadaires illuminaient les façades, et l'air était chargé d'odeurs de poissons grillés et de pizzas aux anchois. Assise sur un banc, elle réalisa que ce serait chez elle, au moins pour les prochains mois, et un mélange d'excitation et de tranquillité l'envahit. Partie 2. Premiers pas dans le panier, First Step in le Panier. Le lendemain matin, Emma se réveilla tôt, bercée par le bruit lointain des mouettes et des pas dans la rue pavée. La lumière entrait en cascade par les volets entr'ouverts, donnant à la petite chambre une teinte dorée. Mireille lui avait conseillé de commencer par explorer le quartier du Panier, le plus ancien de Marseille, avant de s'aventurer plus loin. En descendant les ruelles étroites, Emma découvrit des murs couverts de fresques colorées et de graffitis artistiques. Certaines représentaient des pêcheurs, d'autres des scènes marines ou des portraits d'habitants célèbres. À chaque coin, elle croisait une petite boutique, un artisan vendant des savons parfumés à la lavande, un café minuscule avec 3 tables, un marchand de légumes affichant fièrement ses tomates bien rouges. Elle entra dans une boulangerie où l'odeur de pain chaud la fit presque oublier qu'elle avait déjà pris un petit déjeuner. Le boulanger, un homme jovial, lui demanda d'où elle venait. Lorsqu'elle répondit « du Québec », il sourit et lui dit qu'il avait toujours rêvé de visiter Montréal en hiver. Emma repartit avec un croissant feuilleté et encore chaud dans un petit sac en papier. Plus bas, elle arriva sur une petite place ombragée par des platanes, où quelques habitants jouaient à la pétanque. Les boules métalliques cliquetaient, et les rires fusaient à chaque tir réussi ou manqué. Emma resta un moment à les observer, appréciant la lenteur tranquille de la scène. En début d'après-midi, elle décida de marcher jusqu'au bord de l'eau. La Méditerranée scintillait sous le soleil, et des enfants plongeaient depuis un quai en riant. Elle pensa que la vie ici semblait se dérouler dehors, dans les rues, sur les terrasses, au bord de la mer.
Tout était à la fois simple et vibrant. Partie 3. Le marché du vieux port, The Market at the Old Port. Le troisième jour, Emma se leva encore plus tôt, déterminée à voir le marché aux poissons du vieux port. Mireille lui avait expliqué qu'il fallait y arriver avant 9 heures pour profiter de l'ambiance et des produits frais. En approchant du port, Emma aperçut les étals déjà installés, de simples tables recouvertes de plastique bleu, chargées de poissons argentés, de poulpes aux tentacules encore frémissants et de crustacés luisants. Les pêcheurs, la peau tannée par le soleil, discutaient avec les clients en un mélange de français chantant et de mots provençaux. Certains racontaient comment ils avaient pêché tel poisson à l'aube, d'autres plaisantaient bruyamment entre eux. Emma acheta quelques sardines, plus par envie de participer à la scène que par nécessité. Mireille lui avait promis de lui apprendre à les griller, à la marseillaise. Elle remarqua aussi un étal de coquillages, où une vieille dame lui expliqua que les bulots étaient délicieux avec une sauce aioli maison. Emma nota mentalement qu'elle devait découvrir ce plat. Après avoir flâné un moment, elle se laissa guider par l'odeur du café jusqu'à une terrasse ensoleillée. Là, elle commanda un café noisette et observa le port. Les voiles blanches des bateaux se balançaient doucement, les mouettes tournoyaient au-dessus des pêcheurs, et le soleil se reflétait dans l'eau en éclats mouvants. En rentrant par les petites rues, elle s'arrêta devant une librairie de livres anciens. Le propriétaire, un homme mince avec des lunettes rondes, l'invita à entrer. Les étagères débordaient de volumes aux pages jaunies. Elle trouva un vieux guide illustré de Marseille datant des années 1950, et décida de l'acheter comme souvenir. De retour chez elle, elle plaça les sardines dans le réfrigérateur, impatiente de les préparer le soir même. Elle sentait qu'avec chaque promenade, elle s'enracinait un peu plus dans la ville. Partie 4. Le dîner sur la terrasse, dîner 11 terrasse. En fin d'après-midi, Emma se rendit chez Mireille, qui habitait un petit appartement au 4e étage, avec une terrasse donnant sur les toits ocre du quartier. Le soleil commençait à descendre, et la lumière se faisait douce, presque rose. Mireille l'accueillit avec un grand sourire et lui demanda si elle avait trouvé de belles sardines. Elles sortirent le petit barbecue portatif et préparèrent les poissons ensemble. Mireille expliqua qu'il fallait simplement les nettoyer, les badigeonner d'huile d'olive, les saler généreusement et les poser directement sur la grille bien chaude. Pendant que les sardines grillaient, le parfum se répandait dans l'air, attirant la curiosité de quelques voisins qui passaient la tête par-dessus leur balcon. Mireille apporta aussi une salade de tomates parfumées au basilic, un pain croustillant et une bouteille de vin blanc bien frais. Elles mangèrent en discutant de leur vie. Emma raconta son arrivée récente, ses premières impressions de Marseille, et ses projets de recherche. Mireille parla de son enfance dans le quartier, des jeux dans la rue et des étés passés à nager dans les calanques. La nuit tombait lentement, et les bruits de la ville se faisaient plus calmes. Des rires montaient de la rue, mêlés au son lointain d'une guitare. Emma se sentit étrangement chez elle, comme si la ville l'acceptait déjà. Avant de partir, Mireille lui proposa de l'accompagner le week-end suivant à une excursion dans une calanque. Emma accepta sans hésiter, ravie à l'idée de découvrir un coin de nature sauvage en bord de mer. Partie 5 vers la calanque, heading to the calanque. Le samedi matin, Emma retrouva Mireille devant son immeuble. Cette fois,
Mireille portait un sac à dos et des chaussures de marche, et elle avait préparé un pique-nique simple, du pain, du fromage de chèvre, des olives noires et des fruits. Elles prirent le bus jusqu'à un petit village côtier, puis commencèrent à marcher sur un sentier rocailleux qui descendait vers la mer. Le chemin serpentait entre les pins, et à chaque tournant, Emma apercevait des éclats de bleu plus vif. Le parfum des herbes méditerranéennes, comme le thym et le romarin, emplissait l'air. Mireille lui montra des figuiers sauvages et expliqua que, l'été, certains grimpaient pour cueillir les fruits mûrs. Après une bonne heure de marche, elles arrivèrent à la Calanque, une crique étroite aux eaux turquoises, bordée de falaises blanches. Quelques bateaux étaient amarrés au large, mais l'endroit restait calme. Emma enleva ses chaussures et marcha sur les galets, sentant la fraîcheur de l'eau lui caresser les pieds. Elles s'installèrent sur un rocher plat pour pique-niquer. Le fromage avait un goût fort, relevé par la douceur des figues fraîches qu'elles avaient achetées en chemin. Après le repas, Mireille proposa une baignade. L'eau, glaciale au premier contact, devint vite agréable. Emma se laissa flotter, les yeux tournés vers le ciel, consciente qu'elle vivait un moment rare. En fin d'après-midi, elles reprirent le chemin du retour, fatiguées mais heureuses. Sur le trajet, Mireille promit de lui montrer un autre secret de la ville, une petite fête de quartier où l'on dansait en plein air. Par ici la fête du quartier, The Neighborhood Festival. Quelques jours plus tard, un samedi soir, Mireille emmena Emma dans une petite place animée, cachée derrière une enfilade de ruelles. L'air était doux et parfumé d'épices. Des guirlandes de lumière multicolores pendaient entre les balcons, et une musique entraînante se mêlait aux conversations. Au centre de la place, un petit groupe de musiciens jouait de l'accordéon, de la guitare et d'un tambourin. Les habitants dansaient en rond, riant et frappant des mains. Mireille expliqua qu'il s'agissait d'une fête traditionnelle organisée chaque été, où chacun apportait un plat à partager. Elles déposèrent une assiette de tapenade sur la longue table recouverte de mets variés, tartes salées, salades colorées, brochettes grillées. Emma goûta à une pissaladière, une tarte fine aux oignons confits et aux anchois, et fut surprise par son goût sucré-salé. Un vieil homme, moustachu et énergique, invita Emma à rejoindre la danse. Elle hésita, puis accepta, essayant de suivre les pas simples que Mireille lui montrait. Bientôt, elle se laissa emporter par le rythme et oublia sa timidité. Les enfants couraient entre les jambes des danseurs, tandis que des rires éclataient ici et là. Emma sentit qu'elle partageait un vrai moment de communauté, quelque chose qui dépassait la simple visite touristique. En quittant la fête, tard dans la nuit, elles traversèrent les rues calmes, éclairées seulement par quelques lampadaires. Emma songea que cette soirée resterait gravée dans sa mémoire comme l'un de ses premiers vrais liens avec Marseille. Partie c'est une matinée au marché, à Morning at the Market. Le dimanche suivant, Mireille proposa à Emma de visiter le grand marché du quartier de Noailles. Dès leur arrivée, Emma fut saisie par la profusion de couleurs et de sons. Les étals débordaient de légumes frais, tomates rouges et brillantes, aubergines violettes, poivrons jaunes et verts. Les marchands interpellaient les passants, vantant la qualité de leurs produits avec un accent chantant. Des odeurs multiples se mêlaient, le parfum sucré des melons, l'âcreté du fromage de brebis, l'arôme puissant des herbes séchées.
Mireille lui montra un stand où l'on vendait des épices en vrac, formant des pyramides colorées. Emma, fascinée, demanda à sentir le cumin, la coriandre et le paprika. Elles achetèrent du pain tout juste sorti du four, encore chaud dans le sac en papier, ainsi qu'un bouquet de basilic dont le parfum envahissait les mains. Mireille insista pour qu'Emma goûte à une spécialité. Les panisses, des galettes dorées à base de farine de pois chiches, servies brûlantes dans un cornet. Elles s'assirent sur un banc pour manger, observant le va-et-vient incessant des clients, certains discutant longuement avec les vendeurs, d'autres négociant le prix des fruits. Emma nota qu'ici, le marché était bien plus qu'un lieu d'achat, c'était un espace de rencontre, de conversation et de rituels partagés. En repartant, Mireille évoqua l'idée d'emmener Emma un jour au marché aux poissons du Vieux-Port, plus animé encore, mais seulement à l'aube. Emma accepta volontiers, se promettant de se lever tôt pour ne rien manquer. Partie 8. Le marché aux poissons, The Fish Market. Un mercredi matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, Emma rejoignit Mireille sur le Vieux-Port. L'air était frais et légèrement salé, et les premières lueurs rosissaient l'horizon. Déjà, des pêcheurs déchargeaient leurs caisses remplies de poissons encore frétillants. Les étals étaient simples, une planche posée sur des tréteaux, recouverte de glace pilée. Dessus, s'alignaient dorades argentées, rougets écarlates et maquereaux aux reflets bleus. Des pieuvres aux tentacules souples se mêlaient aux paniers de coquillages. Mireille expliqua que certains poissons n'étaient vendus que quelques heures après la pêche, et que les habitants venaient tôt pour avoir le meilleur choix. Emma observa une femme discuter longuement avec un pêcheur, comparant la taille des poissons, posant des questions sur la fraîcheur et le prix. L'odeur marine, à la fois forte et vivifiante, emplissait l'air. Un vieux marin, la peau tannée par le soleil, raconta à Mireille qu'il avait pêché un gros mérou au large des îles du Frioul. Emma, même sans comprendre tous les mots, percevait l'orgueil et la fierté dans sa voix. Après avoir acheté quelques filets de dorade, elles s'arrêtèrent à une terrasse donnant sur le port. Elles commandèrent un café noir et regardèrent le balai des bateaux qui partaient déjà vers la mer. Emma pensa que cette scène, simple et matinale, lui donnait une image authentique de la ville, loin des cartes postales touristiques. Partie 9. Une invitation inattendue, en une expected invitation. Quelques jours plus tard, alors qu'Emma flânait seule sur la corniche, elle reçut un message de Julien, le neveu de Mireille. Il lui proposait de rejoindre un petit groupe d'amis pour une sortie en bateau le samedi suivant. Emma hésita, surprise par cette invitation venue de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Mais la curiosité et l'envie de découvrir la mer de plus près l'emportèrent. Le jour venu, elle se rendit au port, où Julien et ses amis chargeaient des glacières et des sacs sur un voilier blanc. Le vent soufflait doucement, et le clapotis de l'eau contre la coque donnait un rythme paisible. Julien lui expliqua qu'ils allaient longer la côte jusqu'aux Calanques, ces criques rocheuses célèbres pour leurs eaux turquoises. À mesure que le bateau avançait, les paysages changeaient, la ville s'éloignait, laissant place à des falaises abruptes couvertes de pins. Emma sentait le soleil réchauffer son visage, et l'air marin lui apportait une sensation de liberté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ils jetèrent l'ancre près d'une petite plage inaccessible par la terre. Certains se baignèrent immédiatement, tandis que d'autres restaient à bord pour préparer un déjeuner improvisé. Emma, un peu intimidée,
finit par se laisser convaincre de plonger. L'eau, fraîche mais limpide, lui donna l'impression de flotter dans un aquarium naturel. En fin d'après-midi, ils rentrèrent lentement vers Marseille, le ciel se teintant d'orange et de rose. Emma se promit de garder cette journée comme l'un de ses plus beaux souvenirs en France. Parti dit un dîner en famille, à Family Dîner. Le lendemain de la sortie en bateau, Mireille annonça à Emma qu'elle était invitée à un dîner chez ses parents. Elle précisa que ce serait l'occasion de rencontrer une partie de la famille, toujours ravie de faire connaissance avec de nouveaux visages. En fin d'après-midi, elles prirent le tramway jusqu'à une maison ancienne, légèrement en retrait de la ville. La façade était couverte de vignes vierges, et l'odeur d'un ragoût mijotant se faisait sentir dès le portail. La mère de Mireille, une femme souriante aux cheveux argentés, les accueillit chaleureusement et embrassa Emma sur les 2 joues, ce qui la surprit agréablement. Le salon était rempli de rires et de discussions animées. Julien était là, ainsi que 2 cousines de Mireille, bavardes et curieuses. Emma écoutait attentivement, même si elle ne comprenait pas chaque mot, cherchant à saisir le sens général grâce aux gestes et au ton de voix. Le repas commença par une soupe de poisson parfumée au safran, servie avec de la rouille et des croûtons frottés à l'ail. Puis vint un plat d'agneau rôti avec des légumes du jardin. Le tout se termina par une tarte aux figues, encore tiède. Entre les plats, on parla de voyages, de recettes, et même des premières impressions d'Emma sur la France. Elle expliqua, dans un français hésitant mais clair, qu'elle appréciait la convivialité et la lenteur des repas ici, bien différente de la rapidité des dîners aux États-Unis. En repartant, Emma ressentit une chaleur particulière, celle d'avoir été acceptée, même brièvement, dans l'intimité d'une famille française. Partie 11 Premier pas au marché provençal, First Step at the Provençal Market. Un samedi matin, Mireille proposa à Emma de l'accompagner au grand marché provençal du quartier. Dès qu'elles arrivèrent, Emma fut enveloppée par un mélange d'odeurs, thym, lavande, fromage de chèvre, olives marinées. Les allées étaient colorées, couvertes de parasols multicolores qui filtraient la lumière du soleil. Mireille lui montra comment saluer les marchands, toujours avec un « bonjour » franc et un sourire. Elle expliqua qu'ici, acheter ne se résumait pas à une transaction, il fallait discuter, poser des questions, goûter. Un vendeur de tomates leur raconta avec fierté que ces variétés anciennes venaient d'un petit village à 2 heures de route. Emma goûta à un morceau de fromage crémeux, puis à une tranche de melon juteux, et réalisa à quel point ces saveurs étaient différentes de ce qu'elle trouvait aux États-Unis. Elle observa aussi le rythme détendu des échanges. Personne ne semblait pressé, les clients prenaient le temps de comparer, de bavarder, parfois même de négocier. Elles achetèrent des herbes fraîches, du miel, des légumes croquants, et un petit bouquet de lavande que Mireille glissa dans son sac, pour parfumer la maison. En repartant, Emma pensa que ce marché était bien plus qu'un lieu d'achat, c'était un centre vivant, où l'on échangeait non seulement des produits, mais aussi des histoires et des sourires. Partie 12 Une promenade dans les ruelles, à Walk Through the Alleyway. Un après-midi, après le marché, Emma décida de se promener seule dans les ruelles du vieux quartier. Les pavés irréguliers forçaient à marcher lentement, ce qui lui permettait de tout observer. Les façades colorées, parfois écaillées, semblaient raconter des décennies d'histoire.
À certaines fenêtres, des volets bleus laissaient passer des éclats de voix et l'odeur d'un repas en train de cuire. Elle suivit une petite rue qui débouchait sur une placette ombragée par un immense platane. Des hommes plus âgés y jouaient à la pétanque, concentrés mais prêts à plaisanter entre deux lancers. Emma s'arrêta quelques minutes pour les regarder, devinant les règles au fil de la partie. Plus loin, elle tomba sur une librairie minuscule, presque cachée derrière une porte étroite. À l'intérieur, un homme à lunettes triait des piles de livres anciens. Il lui demanda d'où elle venait, apprenant qu'elle essayait d'améliorer son français, lui conseilla un roman simple et poétique. Elle l'acheta, heureuse de se dire qu'elle pourrait en lire quelques pages chaque soir. En rentrant, Emma se sentit comme un fil qui commençait à se tisser dans le tissu de la ville. Chaque rue, chaque visage, chaque odeur lui devenait un peu plus familier. Partie 13. Le cours de cuisine, The Cooking Class. Un mardi soir, Mireille proposa à Emma de l'accompagner à un cours de cuisine organisé par une association du quartier. Le thème du jour était la préparation d'une bouillabaisse traditionnelle. La petite salle communautaire sentait déjà l'ail, le fenouil et le poisson frais lorsque les participantes arrivèrent. Le chef, un homme à la moustache fine et au tablier taché de sauce, expliqua que la bouillabaisse n'était pas seulement une recette, mais un rituel marseillais. Il montra comment nettoyer les poissons, couper les légumes, préparer le bouillon parfumé. Emma suivait attentivement, notant quelques mots nouveaux dans un carnet qu'elle portait toujours dans son sac. À chaque étape, le chef donnait des astuces: chauffer l'huile doucement, ne pas oublier le safran, et surtout goûter souvent pour ajuster l'assaisonnement. Emma se sentit fière lorsque, à la fin, elle put servir une assiette dont la couleur dorée et l'odeur riche rappelaient celle des restaurants du port. Après le repas, tout le monde resta autour de la grande table, bavardant et riant. Emma réalisa qu'apprendre à cuisiner ici n'était pas seulement une façon de découvrir la gastronomie locale, mais aussi une manière d'entrer dans un cercle de partage et de convivialité. Partie 14. La soirée au port, The Evening at the Port. Un vendredi, Mireille invita Emma à passer la soirée au Vieux-Port. Elles arrivèrent alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Les bateaux, alignés comme des perles, se balançaient doucement sur l'eau, reflétant la lumière des réverbères qui commençaient à s'allumer. Elles s'installèrent à la terrasse d'un café face au mât qui claquait au vent. Mireille commanda un pastis, tandis qu'Emma choisit un jus d'abricot. Le serveur, souriant, leur apporta aussi un petit bol d'olives vertes, précisant que c'était pour accompagner l'apéritif. Autour d'elle, l'animation montait, des musiciens jouaient de l'accordéon, des enfants couraient entre les tables, et des touristes prenaient des photos de chaque coin du port. Mireille raconta à Emma comment, autrefois, les pêcheurs vendaient directement leur prise du jour ici, tôt le matin. Elle lui promit qu'un jour, elles viendraient ensemble assister à ce marché matinal. La soirée se termina par une promenade le long des quais. L'air salin, les rires qui s'échappaient des terrasses, le clapotis régulier des vagues. Emma rentra chez elle avec la sensation d'avoir touché du doigt l'âme vivante de Marseille. Partie 15. La première pluie, The First Rain. Depuis son arrivée, Emma n'avait connu que des journées lumineuses et chaudes. Mais un matin, le ciel se couvrit de nuages lourds, et une pluie fine commença à tomber. Au début, elle hésita à sortir,
Mais la curiosité l'emporta, elle voulait voir comment la ville changeait sous l'eau. Les ruelles, habituellement baignées de soleil, brillaient maintenant comme des miroirs irréguliers. Les passants marchaient vite, capuche relevée ou parapluie coloré au-dessus de la tête. L'odeur de la pluie mêlée à celle de la mer donnait à l'air un parfum presque métallique. Emma trouva refuge dans un petit café où la buée recouvrait les vitres. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur du café torréfié contrastaient avec l'humidité extérieure. Elle commanda un chocolat chaud et observa les clients, certains lisant le journal, d'autres discutant doucement. En fin de matinée, la pluie s'intensifia, tambourinant sur les toits. Emma se sentit étrangement paisible, comme si cette météo plus mélancolique révélait une autre facette de Marseille, plus douce, plus intime.